petit mot sur la venue marathon du ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Quelles ont été vos attentes déjà par rapport à cette visite et quel bilan vous pouvez tirer Première chose, je crois que Victorin Lurel a incarné, par la manière dont il s'est exprimé sur les différents sujets, le retour de l'État impartial. On a besoin en Nouvelle-Calédonie d'un État qui ne soit pas au service des uns ou des autres, ou des uns contre les autres. Chaque fois que ça s'est passé dans l'histoire du pays, qu'il s'agisse de Mitterrand après 81, avec la sortie des événements, de Ponce, qui s'était engagé au profit des non-indépendantistes, ou plus récemment du pouvoir UMP qui a suivi les propositions du RUMP au plan local sur le drapeau ou la présidence du Congrès à reconnaissance, on a vu que chaque fois, lorsque l'État prenait parti, c'était source de désordre pour notre pays. Donc la première chose que je note, c'est que Lurel a réaffirmé la nécessité d'un État impartial à distance égale des deux principales sensibilités politiques du pays. C'est pas inutile de le dire parce qu'à un moment, il avait dérapé. Lurel, lorsqu'il avait reçu Paul Néaoutine, il avait dit « Bienvenue, toi de Nouvelle-Calédonie, Kanaki ». Bon. Erreur, reconnue, puisqu'il a dit lors de son séjour que ce terme-là était inopportun. Je suis heureux qu'il l'ait fait. Donc c'est ça pour moi le premier enseignement de la venue de ce ministre, c'est que l'État impartial semble être de retour. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir sur les deux oreilles, il faut rester vigilant, mais ça c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il a défini à sa manière le destin commun, sa manière d'antiller. Il a dit, à un moment, la question n'est plus de savoir qui tenait le fouet et qui recevait les coups. Ben, quelque part, dans notre pays, c'est un petit peu la question qu'on doit se poser aujourd'hui. C'est vrai que ce qui a construit l'histoire de notre pays, la colonisation, avec le rapport entre le colonisateur et le colonisé, on doit être capable, depuis la signature de l'accord de Nouméa, depuis le préambule qui a reconnu la place des uns et des autres dans ce pays, capable de transcender, de dépasser cette relation-là pour construire un peuple calédonien. Oui, aujourd'hui, chez nous aussi, la question n'est plus de savoir qui était colonisé et qui était le colonisateur. La question est de savoir comment on se rassemble sur ce qui nous relie pour construire une communauté de destin. Donc, je suis heureux qu'en renvoyant à sa propre histoire, l'histoire de l'esclavage, il ait eu cette phrase, et j'espère qu'elle inspirera, qu'elle nourrira la réflexion des responsables politiques du pays. Le ministre et Calédonie Ensemble seraient à l'origine d'une certaine instrumentalisation de l'USWINC. On a vu qu'il siégeait devant le gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos ? D'abord que c'est une marque de mépris à l'égard du SWINC. Le SWINC, c'est un très vieux syndicat qui a quasiment une cinquantaine d'années aujourd'hui, qui a marqué par ses luttes l'histoire syndicale du pays. Et c'est un syndicat qui a eu justement le mérite, tout au long de son histoire, de jamais se laisser instrumentaliser par les uns ou par les autres. Je rappelle aussi que c'est le seul syndicat qui soit engagé en faveur de l'accord de Nouméa, lorsqu'en 1999, 98, il y a eu le référendum sur le sujet. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le gouvernement essaye d'arrêter de trouver des boucs émissaires. Finalement, c'est toujours la faute à tout le monde, sauf au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il est temps de faire le bilan. 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Qu'ont-ils fait ? Quel est le bilan de ce gouvernement Martine Tuénon-Baquès, gouvernement de coalition. Le chariot de la ménagère, vous savez, quand vous allez en métropole, avec un panel de produits, vous achetez ces produits-là. Les mêmes, en Nouvelle-Calédonie, c'est 90% plus cher. Les loyers, ici, en Nouvelle-Calédonie, sont en moyenne, étude INSEE également, 62% plus cher. L'essence a augmenté ces 2 dernières années de quasiment 25%, le gaz de 12%, etc., etc., etc. Donc bien évidemment, moi je trouve que les Calédoniens ont été très patients face à l'impuissance de ce gouvernement à lutter sérieusement contre la vie chère, que les syndicats ont été très constructifs, puisque contrairement à la Guadeloupe ou ailleurs, ils n'ont pas mis le feu à la ville, mais ils ont essayé de négocier avec le pouvoir pour obtenir des avancées. Mais au bout d'un moment, face à l'incurie du gouvernement, il est clair qu'il y a un point de saturation qui est arrivé, et je crois que c'est ce que l'intersyndicale a voulu dire au gouvernement lorsqu'elle est venue devant les grilles de l'immeuble pour dire « ça suffit, maintenant, il faut vraiment agir concrètement pour que la vie chère en Nouvelle-Calédonie ne pénalise plus, comme c'est le cas aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Calédoniens. » On en arrive à ce comité des signataires, ce 10e comité des signataires, le 6 décembre prochain. Quelles sont vos attentes, vous ? On sait que là, à l'ordre du jour notamment, il y a les signes identitaires, c'est très important. C'est fondamental pour nous, hein. On a fait campagne pour une large part sur cette faute politique qui a été de hisser le drapeau du FLNKS aux côtés du drapeau français. Pourquoi c'est une faute politique ? D'abord parce que l'accord de Nouméa ne prévoit rien de tel.
L'accord de Nouméa nous dit on va hisser un drapeau commun aux côtés du drapeau tricolore, mais ce drapeau devra être recherché en commun, nous dit l'accord, ce sont les termes de l'accord. Ce drapeau devra incarner l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Deuxième point. Troisième point, ce drapeau devra être adopté par une loi du pays à la majorité des 3/5. Or, le drapeau du FLNKS aujourd'hui, est-ce qu'il a été recherché en commun? Non. Il a été imposé par Pierre Frogier et le rassemblement UMP. Est-ce que ce drapeau incarne le futur partagé entre tous? Non. Il incarne le mouvement indépendantiste et une part du peuple kanak qui se reconnaît dans la revendication indépendantiste. Est-ce qu'il a été adopté par une loi du pays? Non plus. Donc il était temps de mettre en œuvre l'accord tel qu'il a été prévu, c'est-à-dire de se mettre autour d'une table, de faire participer la société civile, bien sûr, à cette recherche. On ne peut pas décider à 2 ou 3 comme ils l'ont fait, quel est le drapeau du pays. Le peuple calédonien a son mot à dire. Et il faut qu'on lui ouvre l'espace pour qu'il dise ce qu'il a envie de dire sur la question du drapeau. Et donc, après avoir longuement milité, depuis 2 ans maintenant, puisque le gouvernement que je présidais a été renversé parce que le drapeau n'avait pas été hissé sur la commune de La Foix, enfin, à l'ordre du jour du comité des signataires, cette question est inscrite. Et j'espère que les partis politiques, Rassemblement UMP comme indépendantistes, accepteront de s'engager enfin dans la recherche de ce drapeau commun. Après, on verra à quoi ça aboutit, mais au moins, la démarche aura été engagée, l'accord de Nouméa aura été respecté. Et en ce qui nous concerne, à Sonia Lagarde et moi-même, un engagement qu'on aura pris à l'égard des Calédoniens lors des élections législatives aura été tenu. Lors de ce comité des signataires, on sait qu'il y a le chef de l'État qui va vous recevoir avant, pendant et après. Quel doit être le rôle de l'État pour vous? Quand Nicolas Sarkozy ou François Fillon soutiennent le drapeau du FLNKS, l'État n'est pas dans son rôle, puisqu'il y avait dans les formations politiques calédoniennes le PALICA qui disait, même s'il est favorable au drapeau du FLNKS, qui disait non, c'est pas l'accord qui prévoit ça, il faut qu'on fasse un travail en commun pour essayer de se mettre d'accord. Nous, on disait exactement la même chose, et l'État s'est mis aux côtés de la coalition pour imposer aux Calédoniens, contre le gré de la majorité des Calédoniens, ce drapeau. Donc non, ça ne doit pas être le rôle de l'État. Dès lors que l'État s'engage au profit d'un clan, à partir de ce moment-là, des désordres naissent dans le pays. Et vous savez, quand on voit l'affaire des cases, qu'est-ce que c'est? C'est le prolongement de l'affaire du drapeau. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à force d'instrumentaliser les symboles, le drapeau, la culture kanak, on aboutit à des collectifs qui ne répondent plus à personne, qui ne respectent plus aucune règle, ni les coutumiers qu'ils ont insultés publiquement, ni le parti politique qui est à l'origine de ça, l'Union calédonienne, qui avait demandé à ce que ça soit démonté. Et là aussi, la décision de l'Union calédonienne n'a pas été respectée. Donc attention, c'est facile d'allumer des mèches, c'est plus difficile de les éteindre, et l'affaire des cases nous en a fourni une nouvelle illustration. Une dernière petite question. Que signifie pour vous, Philippe Gomez, un destin commun? Un destin commun, c'est une inaccessible étoile. C'est-à-dire que notre histoire, elle est lourde, une sorte d'opposition, un peuple originel du pays, un peuple vieux de 3000 ans, le peuple kanak, qui a été pendant 150 ans marginalisé aux frontières politiques, économiques de son propre pays. En même temps, d'autres populations qui sont venues au fil du temps s'installer ici, les Européens bien sûr, dans le cadre de la colonisation libre ou pénale, ensuite d'autres populations pour la main-d'œuvre, dans les mines, sur les plantations de café, je pense bien sûr aux Asiatiques, et ensuite au XXe siècle aux Wallisiens, aux Futuniens, aux Tahitiens. Et toutes ces populations se retrouvent sur une même île, avec des points communs, le même amour de cette terre, la même volonté de vivre ensemble, et puis aussi des choses qui les rassemblent, un rapport au temps, un rapport au monde, un rapport à la nature, des familles qui sont souvent des familles au sang mêlé. Et donc, il faut que ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous a divisés dans le passé. Et le destin commun, c'est justement transcender ce passé, transcender les oppositions culturelles, transcender les oppositions politiques, pour dire on a vocation collectivement à vivre sur cette terre et y vivre en paix. C'est ça, le destin commun. Ça a des allures parfois d'ambition extrême, inatteignable, quasiment un rêve. Et pourtant, ce rêve doit devenir une réalité pour notre pays. C'est à ce à quoi on s'emploie à Calédonie Ensemble.